Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro, l'émission française et francophone de Radio Bandiera. Ce soir, c'est Monsieur Pégel qui est à la barre, en cette soirée hivernale, cette soirée dominicale et hivernale. Donc Lord Tesla est à la technique, toujours là pour rendre possible ces émissions qui, j'espère, vous passionnent et continuent à vous passionner. En cette nouvelle année, donc, nous avons le plaisir de recevoir un auteur qui a écrit un livre qui est déjà sorti depuis quelques mois, depuis bientôt 4 ou 5 mois, Philippe Villiger. Philippe Villiger, bonsoir. Bonsoir. Donc Philippe Villiger est l'auteur de la seule biographie, on va dire de type de facture universitaire, en tout cas de facture rigoureuse et historique, consacrée à une figure singulière, atypique et méconnu on va dire de la France des années 20 à 40, à la fois un globe-trotter et un soldat politique de ces années troublées, Jean Fontenoy. Donc dans un ouvrage intitulé Jean Fontenoy, aventurier, journaliste et écrivain, du surréalisme au fascisme, Moscou, Shanghai, Berlin, édité par Via Romana. Donc voilà, pour la modique somme de 25 € avec un magnifique cahier photo. Donc c'est une biographie donc, consacrée à Jean Fontenoy, qui mérite d'être mieux connue, je pense, dans notre mouvance. C'est une figure qui avait suscité un petit peu, je crois, l'intérêt, mais de Saint-Loup. Jean Mabir aussi s'était intéressé lors de la réédition de 3 de ses ouvrages aux éditions Yemin Soul début des années 2000, dans une préface de 13 pages. Donc je crois que ce soir, nous allons sortir un petit peu des sentiers battus, nous allons voir un peu la richesse de cette personnalité, parfois déroutante, mais ô combien attachante. Et d'ailleurs, Philippe va un peu nous expliquer pourquoi justement cet attrait pour cette figure. Mais avant cela, nous proposons à notre invité de se présenter plus en avant pour éclairer un petit peu la lanterne et les consciences de nos auditeurs. Philippe. Oui, bonsoir. Oui, vous avez évoqué la figure de Jean Fontenoy. C'est vrai, Jean Fontenoy, c'est un travail auquel je songeais depuis longtemps. Un travail donc qui m'a demandé effectivement de nombreuses années de recherche. Certains ont pu le qualifier de travail universitaire, mais ce travail universitaire est aussi un travail, d'après ce qu'on dit déjà un certain nombre de critiques, quand même qui rejoint le roman de par, même si ce n'est bien sûr pas un roman, mais que tout ce que je précise est exact, qui est une vie particulièrement aventureuse. Alors, pourquoi j'ai parlé de travail universitaire ? Parce que l'universitaire, ça évoque l'université. Alors effectivement, j'ai fait des études de droit et de sciences politiques à la faculté d'Assas. Et là, pour certains, ça dit peut-être encore quelque chose, car effectivement, cette faculté d'Assas, dans les années 70, était l'objet d'un certain nombre de troubles face aux gauchistes, où il fallait défendre notre université. Avec un certain groupuscule des dieux, je crois, qui tenait la place. Oui, mais moi, je n'en faisais pas partie, effectivement. J'étais dans une autre mouvance, et cette mouvance, c'était la mouvance solidariste, qui était donc à l'époque le mouvement Jeune Révolution, qui est devenu le MSF. Alors là, je n'ai plus exactement le mouvement solidariste français, ça devait être dans les années 1974, dans ces eaux-là en tout cas. Là, avec des figures familières, peut-être figures familières comme Francis Bergeron par exemple. Oui, mais là, si vous prenez ce nom-là, Francis Bergeron était un ami, et je dois dire, nous avons publié quelques livres ensemble. Alors, des livres plus sérieux, comme Les droites dans la rue, qui est un livre pas mal illustré sur l'histoire des droites et des ligues sous la Troisième République, et des livres un peu moins sérieux, comme Le Guide de l'homme de droite à Paris. Je m'en souviens tout à fait, aux éditions du Trident. Aux éditions du Trident. Fin des années 80. Voilà, exactement. Ouais. Puis vous avez collaboré, je crois, à la première mouture du Choc du Mois. Alors effectivement, j'ai donné des papiers au Choc du Mois, j'ai donné des papiers à présent littéraire notamment, et dans un certain nombre de revues ou de journaux comme Minute, pour me situer un peu. D'accord. Mais surtout, vous avez été partie prenante dans cette mouvance tout à fait intéressante que fut le solidarisme français. Ce qui ne m'a pas empêché, je veux dire ça pour nos auditeurs, on peut quand même avoir une optique militante, on peut militer à l'université, et malgré tout, donc,
avoir une carrière après qui nous permet d'avoir ces diplômes. Alors dites-nous Philippe, pourquoi Jean Fontenoy? Ça remonte à quand? À votre adolescence ou un peu plus tard peut-être? Ouais, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par les marges. Les marges, alors qu'est-ce qu'on peut évoquer comme marge? Alors c'est vrai que personne que j'aimais bien, hein, on l'évoquait ensemble un peu hors antenne, c'est Jack Kerouac. Alors vous allez dire comme marginal, très bien, c'est le marginal officiel de Sur la route, mais d'emblée, dans les années 70, ce qui m'intéressait chez lui, et ce qui était très peu dit par les journaux qui l'encensaient du type Actuel ou Libération. Oui, je me permets de vous couper, ce n'est pas vous qui avez cité justement un article sur Jacques Kerouac dans le Choc du mois? Je me souviens d'un article qui réhabilitait Jacques Kerouac et qui donnait un regard différent de Kerouac. Un regard différent, c'était effectivement le titre ou quelque chose d'avoisinant, devait être le beatnik anticommuniste. Alors effectivement, pour montrer que cette personne, son rêve était de tirer sur les communistes montés sur un arbre, que pendant que les vietniks derrière défilaient pour soutenir Ho Chi Minh, eh bien lui, effectivement, son rêve était de recoiffer le béret vert pour aller se battre contre les troupes du président Ho Chi Minh. Voilà, il faisait partie d'ailleurs de ces figures qui, comme Tolkien, avaient été un petit peu récupérées, en tout cas par la contre-culture de l'époque. Déjà, c'était le côté, ce qu'on peut le qualifier de marginal, mais réagir effectivement contre contre le côté gauchisme qui effectivement imprégnait toute la littérature, toutes les personnalités que l'on aimait bien, et savoir que, disons, il faut trouver un mot, la droite militante ne se résumait pas à Charles Maurras ou à d'autres personnes, mais que quand on a 20 ans, qu'on faisait du stop, qu'on se baladait, il y a des personnes qu'on aimait bien, mais qui, avaient un côté droitier, même si la gauche essayait de les récupérer. Donc, votre premier contact avec Jean Fontenoy, c'est au moment de l'adolescence ou un peu plus tard? Non, c'est quand même plus tard. Donc, je travaillais sur une thèse. Je vous dis que j'ai quand même eu un parcours universitaire. Je travaillais sur une thèse sur le syndicalisme, mais là aussi sur le syndicalisme un peu marginal. Je n'avais pas envie de faire une thèse sur la 1000e édition de la CGT en 1895 ou avant la guerre de 14 ou de nos jours. Et en fin de compte, je m'intéressais aux socialistes royalistes ou alors aux syndicalistes patriotes, c'est-à-dire que eux qui avaient un côté très social et qui voulaient à la fois défendre la France. Donc ça me paraissait des parcours ignorés de l'université et je me suis lancé dans des recherches de ce type. Voilà, donc des mouvances sociales radicales et patriotes. Donc, exactement. Ça ne peut que plaire à une majorité de nos auditeurs, ils l'auront bien compris. C'est tout à fait ça. Avec le slogan et donc en feuilletant le gros dictionnaire en 15 tomes, le Métron, donc le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, je suis tombé sur quelqu'un qui me paraissait assez curieux, Jean Fontenoy. Donc cette personnalité me paraissait assez curieuse et digne d'intérêt, et donc de les creuser. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un signe du destin? Chacun en pensera ce qu'il veut, il y a peut-être d'autres termes, un signe des dieux, c'est comme on veut. Et donc c'est vrai qu'au puce de vent, à cette époque-là, je suis tombé sur les 4 principaux livres de Jean Fontenoy. Donc je me dis, il faut absolument rassembler le maximum de documents, vu que, je dis, cette personne, et le premier que j'ai lu est un livre qui s'appelle Shanghai Secret, et je me dis, cette personne est vraiment à un style absolument du point de vue littéraire extraordinaire, ça vaut André Malraux, et donc je creuse sur ce personnage, mais je découvre que non seulement ça le valait du point de vue littéraire, mais tout ce qu'il raconte... André Malraux des conquérants et de l'espoir. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Donc la partie, mais je pense que nous y reviendrons, la partie chinoise effectivement d'André Malraux et donc de Jean Fontenoy. Je me dis, cette personnalité mérite vraiment donc qu'on s'y attarde. Et donc, aussi, premier réflexe, tiens, il m'arrive de rencontrer, ça m'a permis de rencontrer diverses personnes, notamment ma femme, donc qui connaissait un certain nombre d'écrivains, et notamment, je pense à François Brignot. Et donc, à partir de là, je les interrogeais, des personnes comme François Brignot, pour leur dire, est-ce que vous avez connu Jean Fontenoy? Et il me dit oui. Et donc, j'emmagasinais tous les documents sonores ou écrits,
tout ce que je pouvais rassembler comme documentation sur Jean Fontenoy, ce qui m'a permis d'interroger, alors bien sûr avec des échecs, François Brignot m'a appris des choses, mais quand j'ai interrogé Christian de la Mazière, l'auteur du Rêveur casqué, lui m'a dit, non, je travaillais dans une agence de presse, l'agence Fournier, mais Fontenoy avait laissé un nom, parce que, comme on le verra, c'est un personnage qui marque les gens qu'il rencontre, mais Christian de la Mazière ne l'avait pas rencontré. Christian de la Mazière, que l'on voit dans le film... Passez-moi le nom, le film de document. Le chagrin et la pitié. Le chagrin et la pitié, où il crève l'écran, littéralement, oui. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, Philippe. Origine de Jean Fontenoy. Donc, oui, c'est vrai que... Géographique, sociale, que peut-on dire là-dessus? D'abord, comme le maître Jean Mabir, pour la majorité des auditeurs, le montrait bien, notamment dans ses magistrales chroniques des Que lire, ce sont quand même des dimensions qui vous marquent déjà un personnage, quoi. C'est vrai, et je dois dire aussi, là, il faut que je rende hommage à Jean Mabir, qui m'a absolument poussé d'écrire cette biographie sur Jean Fontenoy, qui n'existait pas. Donc Jean Fontenoy, on en parle, mais c'est vrai qu'il faut d'abord dire quand il est né. Jean Fontenoy, il est né en 1899. Et c'est un peu un contemporain de quelqu'un qui ne choisira pas la même voie politique, mais qu'on connaît également de Kessel. Donc c'est un contemporain de Kessel qui est aussi un aventurier. Donc il est né en 1899, il est né près de Meaux, dans un petit village. Donc je suis allé sur place pour voir, pour me baigner dans l'ambiance. Effectivement, parce que le petit village qu'il décrit dans son premier grand livre, on en reparlera aussi, je pense, qu'il y a eu beaucoup de succès, l'école du renégat, eh bien il décrit son village sans citer le vrai nom, sans doute pour pas embêter sa famille. Et donc, je suis allé sur place, et donc c'est un village de la Brie. Il se réclamera toujours de la Brie, c'est le coin où il est né. Définissez comme Briard Matinée de Gâtinais, français jusqu'à l'os. Exactement. Et il a été élevé par ses grands-parents. Sa mère était institutrice suppléant, donc on la mettait pour boucher les trous, et donc un milieu très simple, vraiment. Le père avait abandonné sa femme, donc beaucoup de difficultés pour vivre, mais tout de suite, à l'école, il se révèle comme un sujet particulièrement brillant. Brillant dans quel domaine? Brillant d'abord dans l'école avant d'entrer au collège, brillant dans tous les domaines si j'ose dire, mais tout de suite intéressé par la littérature. Le mot est peut-être trop fort quand on est un gamin, on ne s'intéresse peut-être pas tant à la littérature qu'aux sonorités, c'est-à-dire tout de suite il a été marqué par les chansons d'époque. La musicalité de la langue, un peu. La musicalité de la langue, c'est le bon terme, mais aussi tout ce qu'on peut entendre, les chansons du patois local, tout ça. Il s'intéressait déjà à ça. Et puis après ce passage, j'allais dire dans l'école primaire, eh bien sûr, ça a été le collège de Meaux. Là, il arrive avec ses sabots, on se moque de lui, mais pas très longtemps, parce que tout de suite, il rafle tous les prix, et notamment celui du concours général. D'accord. Donc en 1915, il est en première. En 1915, il est en rhétorique, première. ce qu'on appelait la rhétorique. Exactement. Mais 1915, c'est pas uniquement ça. 1915, on voit que la guerre de 14 existe, et donc la guerre de 14, déjà arrivent des réfugiés, enfin des jeunes, des adolescents plutôt que des jeunes enfants, des adolescents réfugiés, et là il découvre autre chose, et il va commencer à avoir une sensibilité de gauche, parce que ces personnes qui arrivent, décrivent le front dans ces conditions épouvantables, et ces jeunes gens qui arrivent, parce que les instituteurs ou plutôt les professeurs qui auraient pu peut-être mettre le haut là sont tous mobilisés, et donc les journaux circulent assez librement, et là ils commencent à avoir des opinions très marquées à gauche. Enfin, attention, marquées à gauche. Sociale, on va dire. Une fibre sociale. Qui s'affirme. Une fibre sociale qui s'affirme, et avec aussi une certaine réticence vis-à-vis de ce qu'on appelle à l'époque ceux qui bourrent le crâne sur des motifs patriotiques sans tenir compte, enfin patriotisme très bien, mais sans tenir compte de la condition du soldat. Voilà, oui, contre un chauvinisme stupide, qui était malheureusement un petit peu dans l'air du temps. Et puis aussi, effectivement, sans tenir compte... Cocardier, voilà. Voilà, et puis sans tenir compte, encore une fois, de la condition sociale. Vous avez bien remarqué ce trait.
Alors, il va quand même prendre part à ce premier conflit mondial. Il va prendre part. Il est en première. Alors, il est en première. Il va monter à Paris. À 17 ans, il va passer son bac avec succès, et puis il continue aussi, il s'inscrit à l'université, mais en fin de compte, c'est quand même, il faut voir le climat de l'époque, et donc il s'engage dans ce premier conflit mondial. On est en 1918, il va connaître uniquement la fin de la guerre, mais malgré ça, donc il est aspirant, malgré ça, une brillante conduite au feu, ce qui lui permettra... Dans quelle arme ? L'artillerie. Et il obtiendra la croix de guerre. Mais avec des regrets, c'est peut-être déjà son côté aventurier, j'ai d'une sensibilité de gauche, mais il s'engage quand même, avec des regrets. Les regrets, c'est que quand même, il commande à des troupes et il aurait aimé se mêler beaucoup plus à eux, avoir beaucoup plus de contact avec eux. Mais un officier, surtout à l'époque, ça doit quand même tenir une certaine distance. Oui, exactement. Mais il faisait son possible quand même dans ce sens-là. Exactement. Donc la fin de la guerre le surprend et il reste sur Paris. Il reste sur Paris, et donc j'avais dit qu'il avait commencé des études. Il avait commencé des études, mais il était aussi passionné de littérature. C'est toujours cet angle-là. J'ai parlé peut-être de la fibre sociale qui va nous permettre d'aborder la fibre militante, mais aussi il y a toujours une fibre littéraire. Le titre du livre que j'ai consacré à Fontenoy, c'est aventurier, mais aussi journaliste et écrivain. Donc il a toujours cette fibre littéraire, et il va fréquenter les milieux surréalistes. Les milieux surréalistes avec des gens comme Drieux-La Rochelle, qui est surréaliste à l'époque, des gens comme Aragon, des gens comme surréaliste, j'ai été un peu vite, c'est plutôt les pré-surréalistes qu'il fréquente. Donc, et même un peu avant Dada, avant les dadaïstes, avec quelqu'un qui est un peu oublié aujourd'hui, mais ceux qui aiment la littérature, ce type de littérature connaissent, c'est Pierre Albert Birot, qui avait lancé une revue qui s'appelait SIC, Son idées, couleurs, et qui est dans le milieu des avant-gardes, en fait. Exactement. En rupture un peu, qui se veut en rupture de l'ordre bourgeois. Tout à fait. Pierre Albert Birot se réclamait du nunisme. Le nunisme, c'était avec comme slogan « à bas la rouille ». Donc, ça est déjà assez parlant. Exactement. Donc cette fréquentation de cette avant-garde bohème aussi se double d'une ouverture aussi politique, des idées aux idées communistes notamment. Double aux idées communistes, c'est exact, mais il avait commencé du reste à connaître un peu les milieux anarchisants, ou exactement syndicalistes révolutionnaires, parce qu'il a eu des petits boulots pour... Il y aura toujours une dimension anarchisante d'ailleurs dans son premier engagement. Ouais. Donc... milieu syndicaliste révolutionnaire qu'il avait fréquenté en même temps que les milieux surréalistes, que fallait bien vivre. Il relevait les compteurs de gaz, et ensuite il a même travaillé en usine. C'est là où il a connu les anarcho-syndicalistes et les syndicalistes révolutionnaires. Et puis, il était quand même très brillant du point de vue études, et il a repris ses études à cette époque-là. Quelles études ? Eh bien, il devait vivre, donc il fallait qu'il ait des petits boulots, et comme petit boulot, il était passionné par les langues étrangères, où il était particulièrement brillant, et en même temps qu'il était... je cherche le terme, chauffeur, mais pas chauffeur de maître, chauffeur pour la chaufferie. Chaufferie des Languedoc. Chaufferie, il va s'occuper de la chaufferie des Languedoc, des langues orientales, et en même temps, il va le suivre des cours de russe, et puis même de chinois. Et il va être diplômé de russe et également de chinois. Il maîtrisait déjà d'autres langues, des langues mortes et langues vivantes. Donc, il sera toujours un polyglotte assez génial. Il parlera l'anglais, l'allemand, le grec ancien et le latin. Alors, à la suite de ses études en Languedoc, donc on le sent un peu tiré par le démon justement de l'engagement politique. Nous sommes dans le contexte bien sûr de la révolution russe, du coup d'État bolchevique donc de 1917, le congrès de Tours aussi en décembre 1920. Donc il va se trouver fasciné un petit peu par cet incendie qui a éclaté à l'est de l'Europe, en quelque sorte, qui menace de recouvrir tout l'Occident. Comment se traduit cet engagement ? Vous le dites bien, parce que
J'ai parlé des milieux surréalistes qu'il fréquentait, qui étaient aussi des milieux très marqués à gauche, à l'extrême gauche, mais c'est un trait de Fontenoy par rapport à ce type de population, si j'ose dire. Pour lui, c'est l'action. Parler effectivement de la Révolution et rester en France, alors que la Révolution, c'est la grande lueur à l'Est qui se lève, eh bien il s'est dit, moi, il faut, en plus j'ai appris le russe m'intéresse, il faut que j'aille en Russie. Surtout qu'en France, la Révolution, elle n'aura pas lieu. Il suit les événements, la répression vis-à-vis de l'insurrection syndicaliste qui a lieu en 1920, avec les vagues de grève ont été matées à la fois par le patronat et à la fois par les partis droitistes. Et donc pour lui, la révolution n'aura pas lieu en France, il faut être là où est la révolution. Et là où ça se passe. C'est un homme d'action. Ce n'est pas uniquement, j'ai dit qu'il était brillant, mais ça ne sera jamais uniquement un intellectuel. Alors, on pense à la fameuse phase de Durer La Rochelle. Il y a beaucoup d'action dans l'homme de rêve, et beaucoup de rêves dans l'homme d'action, que Jean Mabir rapportait d'ailleurs dans son rue parmi nous. Je ne peux rien dire d'autre, voilà. C'est tout à fait ça. Et on va avoir une sorte d'avant-goût avec un premier séjour dans ce que les Russes appellent Pribaltique, c'est les pays baltes, dans la Baltique, en Lettonie. Il va d'abord en Lettonie parce que le directeur de Langso, qui était Paul Boyer, quelqu'un très attentif à ses élèves, il a vu qu'il avait en face de lui quelqu'un d'exceptionnel. Sans argent, sans le sou, mais qu'il fallait pousser. Et donc, il lui trouve une bourse et il va aller étudier le russe, parfaire son russe à une université qui s'est montée en Lettonie. Pourquoi pas en URSS, me direz-vous ? Tout simplement parce que les frontières sont fermées à l'époque. Mais c'est pas un obstacle qui va le marquer, vu que, il revient en France et grâce à Paul Boyer, il va rentrer à l'agence Havas, il va être journaliste. Il faut bien trouver un métier et c'est un métier qui lui convient tout à fait. Voilà, donc journaliste, mais le journaliste façon globe-trotter qui sort des sentiers battus, envoyé spécial en quelque sorte. Oui, parce que Havas doit s'implanter. Havas n'était plus représenté à Moscou depuis 1917, et donc maintenant il faut se réimplanter, et ce n'est pas si facile vu qu'il y a la concurrence des agences étrangères, les agences américaines, sa société de presse, exactement, des agences anglaises, et donc il faut quelqu'un quand même d'assez particulier, c'est-à-dire qu'à la fois qui connaisse bien les milieux d'extrême gauche, qui n'ait peur de rien, qui soit dynamique, qui soit un homme d'action, qui parle les langues, surtout qu'à l'époque ce n'est pas si couru de parler autant de langues que lui, et donc Havas, le nomme, le charge de monter l'agence Havas à Moscou, et pour montrer que c'est important, il arrive avant l'ambassadeur de France à Moscou. D'accord. Et là, on va voir se déployer aussi ces qualités, cette capacité à se mouvoir dans n'importe quel milieu, à pouvoir se faire des amis. Il y a un côté franc et cordial chez ce personnage, même si après il peut avoir ses phases mélancoliques. En tout cas, il va être amené à rencontrer à un âge assez jeune, en quelque sorte, des personnalités du moment, des figures qui ont marqué l'histoire depuis, en bien et en mal. Donc racontez-nous un petit peu ces jours toujours pour avoir bien assez singuliers. Toujours avoir bien en tête ces deux volets, à la fois littéraire, à la fois journaliste. Alors bien sûr, monter l'agence Havas, mais ça veut dire rencontrer des personnalités. Mais pour les rencontrer, ce n'est pas si facile. Donc bien sûr, il peut se servir de son passé ou de sa connaissance de l'extrême gauche. Donc il va rencontrer Trotsky et surtout il va se lier avec, il a à peu près le même âge que lui, avec un jeune général, Tukhachevsky. Ils vont sympathiser. Le mot est peut-être un peu fort, mais je ne pense pas, finalement. Bonaparte, celui qui aurait pu devenir le Bonaparte rouge. Je relisais une biographie de Tukhachevsky il y a quelques jours, avant de produire cette émission, de Sophie de Lastour, et c'est vrai que c'est une figure singulière. Ils avaient presque tout pour se rencontrer. Ils ont le même âge, ils sont directs, ils n'ont pas peur des choses, effectivement. Cultivés, une fibre artistique tous les deux, donc plutôt la musicale pour Tukhachevsky.
Tourachevski, mais aussi, je crois, une figure littéraire russe, de l'avant-garde russe, qui compte énormément dans son cœur et dans son vie, c'est bien sûr Vladimir Maïakovski. C'est Maïakovski. Et donc, il va fréquenter la bande de Maïakovski, appelons-la comme ça, et donc il va sympathiser avec lui, et il va intervenir dans ces milieux-là. Donc Maïakovski qui a lancé une revue, la revue Lef, Front littéraire de gauche. Mais le milieu, il faut bien préciser, nous sommes je ne l'ai peut-être pas assez dit, nous sommes... 1924, il est arrivé en 1924. Décembre 1924, nous sommes en 1925, il va rester en Russie jusqu'en 1927. Il faut voir que l'étoile qui monte, ce n'est plus Trotsky, mais c'est Staline. Et donc, Joseph Vissarionovitch Djougashvili. Donc Maïakovski, effectivement, Maïakovski, avec toute sa revue littéraire et toutes les personnes qui tournent autour. Et on peut signaler peut-être un autre trait de Fontenoy, c'est bien sûr, il est pour l'instant d'extrême gauche, il est littéraire, mais aussi, vous avez bien voulu dire quelles sont ses origines, c'est d'origine briarde, j'allais dire des origines paysannes, et il a tout de suite ce qui va le choquer, c'est pas la montée de Staline, bien que bien sûr, il préfère Maïakovski, les gens qui tournent autour, les littéraires qui tournent autour de Maïakovski, mais c'est l'utopie. Donc, l'utopie communiste, ça ne va pas accrocher tout de suite avec lui. Je cite cette anecdote, c'est que, il reste encore des gens utopistes, notamment les architectes qui ont construit en URSS, dans la toute jeune URSS, qui ont construit des immeubles avec des façades en forme de clé anglaise pour évoquer, la clé anglaise, le milieu ouvrier, ce sont les ouvriers qui sont au pouvoir. Alors lui, il dit très bien, mais en fin de compte, curieusement, ces fameux immeubles, tout vous tombe dessus, ça ne marche pas. C'est l'utopie communiste. Déjà, il commence à avoir une certaine réticence. Pareil aussi, quand il dit, pour avoir un brevet de civisme, il faut l'avortement, il faut divorcer tout de suite, en suivant la féministe Kollontai, qu'il a eu l'occasion et on a rencontré, mais là, ça ne marche pas. Autant ça marche avec un littéraire comme Maïakovski, autant avec les utopistes communistes idéologues, tout de suite, il y a déjà une réticence qui se bâtit. Les pieds sur terre, et puis il voit bien que ces idéocrates, nouvellement promus, quelque sorte, dans cette sorte de processus contre-sélectif que fut justement cette période, sont complètement à côté de la plaque. Et puis aussi coupés de réel. Et puis aussi les revues qui se publient avec l'aval du parti, parce que la revue Front littéraire de gauche, elle était souvent censurée, et ça déjà, on va voir que Fontenoy déjà, c'est quelque chose qui ne passe pas chez lui. Il commence, je dis bien il commence, il ne devient pas anticommuniste, mais il commence à prendre ses distances avec le communisme. En tout cas, il montre un certain anticonformisme. Anticonformisme, indépendance, car pour lui, le journaliste, quel que soit, on évoquera différents, il va fréquenter différents milieux, différentes époques, différents gouvernements, mais pour lui, il a une haute idée du journalisme et l'indépendance, que ça soit par la suite avec les Allemands, que ça soit avec tout le monde, il ne transige pas sur l'indépendance du journaliste. En tout cas, à la suite de ce voyage en Russie, il reviendra avec justement cette détestation de toutes ces chimères, toutes ces utopies complètement coupées du réel, avec une vision réalitaire en quelque sorte qui ne sera pas sans influencer ses choix futurs. C'est pour ça qu'il a été un peu poussé dehors par les staliniens, qui se lassaient un peu de son anticonformisme et de ses dépêches qu'il fournissait à Havas sans accepter la censure. Alors avant de passer au deuxième chapitre un petit peu de ces pérégrinations, à savoir la Chine, on va y consacrer un petit peu de temps, il revient à Paris, retour dans ses avant-gardes un petit peu littéraires et bohème surréaliste, et puis pour évoquer un versant de sa vie personnelle, il épouse une danseuse assez atypique elle aussi, une roumaine, une juive de Roumanie, voilà, Lisica Codreanu. Voilà, et qui était remarquée à l'époque, c'était une égérie des milieux surréalistes, elle va faire partie des premiers ballets surréalistes qui sont montés, et donc Fontenoy, donc il va épouser cette personne effectivement. Voilà, donc deux individualités atypiques. Voilà, elle était très jolie, on la voit sur les photos, donc ça sera un peu toujours à la fois ces canons féminins, des femmes particulièrement jolies et
particulièrement... Homme à femme, on peut dire, Jean Fontenoy? Moi, je pense que oui, d'après les témoignages que j'ai Ouais. eus, je parlais de François Béagneau, c'est vrai, il m'a dit qu'il avait cette réputation-là, en tout cas dans les années 40, et je pense que c'était le cas avant, vu qu'on va voir qu'il y a eu des rumeurs en Chine aussi On va sur en certaines parler, femmes. oui. En tout cas, à voir son visage, effectivement, on peut comprendre que un certain charme se dégageait de sa personnalité, hein, un visage fort avenant, un sourire presque enfantin, un coup de taureau. Enfin, on a un visage buriné qui donnera buriné un petit peu aussi. Hein, De bourlingueur. Voilà, oui. vraiment de bourlingueur. Hein. Moi, j'aime bien faire ces comparaisons. Je l'avais déjà dit sur notre antenne, mais un petit mélange de Corto Maltese en version moins anarque et plus soldat politique, de Jack London et de Rio La Rochelle aussi pour l'homme couvert de femme. Là, je ne peux que Donc, vous on a suivre. Alors, le chapitre chinois est extrêmement intéressant, marquant dans son existence. Pourquoi la Chine? Toujours Havas. Havas voilà. l'avait ramené et ça a été un succès, sa mission en URSS. Et donc, Havas se dit, en Chine, maintenant, tous les regards se portent sur la Chine parce que nous sommes donc en 1927. 1927, c'est le réveil nationaliste chinois. Réveil nationaliste, c'est-à-dire que... c'est toujours un peu compliqué les affaires chinoises, mais disons que derrière Chiang Kai-shek, la Chine veut prendre son indépendance. Voilà, rappelons très rapidement pour nos auditeurs les moins au fait de l'histoire chinoise qu'en 1911, il y a eu une révolution menée par Sun Yat-sen et qui a installé une république qui a chassé la vieille dynastie mandchoue. Hein, voilà, donc, oui. Et puis dans la suite de Sun Yat-sen, il y a ce jeune général ambitieux, Chiang Kai-shek. Voilà, donc derrière Sun Yat-sen avec le parti, parce que nous en reparlerons, avec le Kuomintang, c'est maintenant celui qui a le vent en poupe, celui qui est à la tête du Kuomintang, c'est Chiang Kai-shek. Et donc, c'est lui qui mène la révolte nationaliste, ce qu'il faut voir aussi que avec les concessions internationales de Shanghai, avec la concession française qui était également à Shanghai, il faut dire que vraiment la Chine était sous le boisseau, c'est vraiment des impérialismes, et je pense avant tout à l'impérialisme anglo-saxon. Et donc Chiang Kai-shek, et même japonais à l'époque aussi, Chiang Kai-shek mène la révolte, et pour mener cette révolte, il lui faut des armes, il lui faut des appuis, et là-dessus, il s'appuie sur l'URSS, et il a donc des conseillers militaires soviétiques. Il y a un envoyé spécial aussi du Kremlin, Borodine, Borodine, voilà, qui avait été impliqué. Donc, tout ça s'agite. Il faut monter là aussi une agence de presse. Fontenoy paraît la personne idoine et Havas donc l'envoie en Chine. Et l'envoie en Chine alors que déjà des incidents sérieux ont déjà éclaté avec le drapeau japonais qui est souillé par des nationalistes chinois. Les Américains envoient une flottille pour bombarder je ne sais plus quelle ville, vu que leurs ressortissants sont pris à partie. Les vieilles habitudes anglo-saxons. Sont pris à partie par les troupes de Chiang Kai-shek. Donc lui déboule dans cette sorte d'anarchie chinoise. Il fait d'abord un petit tour à Canton. Alors on peut se poser la question pourquoi cette personne aussi singulière que Fontenoy n'a pas eu d'autres biographies référencées avant la mienne, si j'ose dire, c'est qu'il reste des zones d'ombre. Par exemple, je ne sais pas s'il a rencontré Borodine, je sais qu'il a rencontré des seconds de Borodine. D'ailleurs, vous montrez bien qu'à la différence de Malraux qui souvent enjolivera, pour pas dire pire, hein, c'est sa vie en quelque sorte, ses pérégrinations. Fontenoy se montre assez pudique, assez réservé sur certains aspects. Et il en dit moins que ce qu'il en a fait, même si, on va le voir, il a fait pas mal de choses en Chine, mais il en dit moins que ce qu'il en a certainement fait en Chine. Donc, il rencontre des personnalités sans doute soviétiques, et puis il arrive à Shanghai. Il arrive à Shanghai qui est encerclé par les troupes nationalistes de Chiang Kai-shek. Alors, est-ce qu'ils vont donner l'assaut aux concessions, tout ça au nom du nationalisme chinois, mais renversement à la chinoise, là encore si j'ose dire, c'est que Chiang Kai-shek a trouvé que les soviétiques avaient pris trop d'importance et que l'aile gauche ou l'aile d'extrême gauche, comme on veut, du Kuomintang, avait pris trop d'importance. Et là, Chiang Kai... Le mouvement communiste naissant aussi. Et le mouvement communiste naissant. Et Chiang Kai-shek a décidé, tout simplement, de les éliminer. Donc, alors que les
troupes, et notamment l'extrême gauche, encercle Shanghai, eh bien, Chiang Kai-shek, lui, attaque toute l'aile gauche du Kuomintang et liquide ainsi, ou tout du moins en partie, eh bien, l'aile gauche du Kuomintang. Donc, il va décrire tout ça pour Havas, et dans des termes, dans son maître-livre, Shanghai secret, dans des termes, comme vous le disiez bien, de façon autrement véridique que le faisait Malraux dans La condition humaine. D'accord. Alors, petit passage aussi à la même époque, il remonte un petit peu encore en Union soviétique, dans les confins pacifiques, transsibériens, dans cette zone un petit peu assez particulière, où on avait des anciens généraux blancs qui se mêlaient à des aventuriers de toutes sortes. Bon, là, on est dans Courtois-Maltese en Sibérie presque là. Là, vous faites allusion aux seigneurs de la guerre, et c'est vrai qu'on pense aussi à la fréquentation des seigneurs de la guerre. Là, c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que ces seigneurs de la guerre, ils se partagent la Chine, notamment le plus important, Chang Tso-lin. Il y a Mandchourie, voilà. Donc en Mandchourie. Oui, oui. Et donc, comme il a bien réussi à monter l'agence Havas, c'est aussi quelqu'un qui se lie très facilement et qui est particulièrement brillant. Il se lie avec des Chinois membres du Kuomintang, ce qui lui permet de rencontrer Chiang Kai-shek, et il va devenir conseiller pour la communication, mais pas la communication au sens moderne, oui, au sens de ce soir, par exemple, oui. Mais sur les voies de communication. C'est un peu compliqué, mais enfin bref, il va conseiller Chiang Kai-shek là-dessus, vu qu'il est multicarte, donc ses talents sont multicartes. Et donc c'est là où il va rencontrer des seigneurs de la guerre, toujours pour faire des reportages, notamment le nom m'échappe le nom m'échappe pour l'instant, mais il va me revenir. En tout cas, il y en a un qu'il va rencontrer. Il l'avait déjà rencontré en Union soviétique. C'est le général Fong, baptisé le général chrétien parce que il faisait baptiser ses troupes à la lance d'incendie. Et puis, il avait, même s'il a gardé pour l'histoire ce terme de général chrétien, il n'a pas été très longtemps. C'est-à-dire qu'il a cessé de l'être dans la pratique quand les protestants anglo-saxons ont cessé de lui donner de l'argent. Il est devenu communiste après parce que effectivement les communistes lui ont donné de l'argent en URSS, et ensuite Chiang Kai-shek lui a donné de l'argent, et donc il est devenu un moment pour Chiang Kai-shek avant de recharger d'avis. Chiang Tso-lin, lui, c'était mais celui auquel je pensais, Fong Song, oui, et puis Hu Han-min, et lui il était un peu particulier parce qu'il avait un train blindé avec effectivement d'anciens officiers russes qui formait militairement ses troupes, mais il était suivi, ce train blindé de ce fameux général, par un autre train blindé, mais là qui était blanc aussi, mais là il y avait des Russes blanches, suivez mon regard, là c'est autre chose. Voilà, donc c'est un milieu totalement fou. Il les fréquentait, il arpentait la Chine, la Mandchourie, revolver au côté, carnet de notes de l'autre. Sans oublier, là c'était le versant aventurier, on peut y revenir un peu, au côté politique. Le côté politique, qu'est-ce que c'était ? C'était quand même aussi, c'est là où il découvre la puissance du nationalisme chinois avec Chiang Kai-shek, c'est vrai, mais il est resté quand même un patriote français. Et donc il va lancer un journal, le journal de Shanghai, et ce journal de Shanghai se donnait notamment pour but de contrer les intérêts anglo-saxons de la concession internationale. Il faut toujours distinguer la concession internationale où se retrouvaient bien sûr les Anglais, les Américains, les Japonais, les Italiens et quelques autres nationalités, de la concession française qui avait une réelle indépendance par rapport à la concession internationale. Et lui veut défendre quand même les intérêts français. Il trouve que les Français sont trop mous face aux Anglo-Saxons. Et donc il va lancer un journal, le journal de Shanghai.
D'accord. C'est aussi à cette époque qu'il découvre un nationalisme qui reste souché sur la tradition, la tradition confucéenne. Donc, en fin de compte, ça va déterminer un petit peu la sensibilité qui va devenir la sienne, en rupture bientôt définitive avec l'universalisme communiste, c'est-à-dire l'idée d'allier tradition et modernité quelque part. Ah, c'est tout à fait ça, la puissance du nationalisme, la puissance conservatrice, quoi, une vision révolutionnaire et conservatrice. C'est pour l'anecdote, donc c'est vrai, vous évoquiez les conquêtes féminines de Chiang Kai-shek, il est peut-être temps de dire juste un mot sur la femme de Chiang Kai-shek, Mei Sin-long, qui était particulièrement jolie, et donc, mais qui était aussi une femme politique. Une femme politique, elle avait d'abord suivi des études à une université américaine, et puis elle voulait aussi allier tradition et modernité. Donc elle aimait bien se faire photographier de la sorte, c'est-à-dire de conduire un avion. Je vous rappelle que nous sommes en 1927, 28, 29, c'est cette époque-là, avec une robe traditionnelle. Donc ce qui effectivement, et avec son casque en cuir, tout ça faisait quelque chose d'assez curieux, mais enfin qui était parlant. Curieusement romantique. Était parlant sur les photos des journaux de l'époque. Donc vraiment un homme remarquable qui a réussi à alors la légende, bien sûr, j'ai dit que j'ai fait quand même un travail qui se voulait sérieux, vraiment chercher toutes les traces que j'ai pu trouver de Jean Fontenoy. J'ai du reste fait appel à un étudiant qui a recherché à l'université de Shanghai ce qu'on pouvait trouver sur... hélas avec pas beaucoup de succès, ce qu'on pouvait trouver sur Jean Fontenoy. Et c'est vrai que la rumeur voulait que... Je vous regarde, oui, il est séduit, mais on ne sait pas jusqu'où c'est allé, la femme de Chiang Kai-shek. Disons que quand on voit ces deux personnalités, on peut se dire que c'est de l'ordre du possible. Ils avaient tout pour s'attirer. Voilà, maintenant, on n'ira peut-être pas au-delà. En tout cas, si on regarde une certaine rigueur historique, c'est ce que je veux rester. On est dans l'ordre du possible, on va dire. Voilà. Rêvons un petit peu. C'est la rumeur qui traînait dans les concessions internationales. D'accord. À côté de ça, par contre, vous montrez qu'il dresse un portrait assez cruel, notamment du milieu français. De la communauté française expatriée. Et c'est ce qui va déterminer aussi, parce que il existe dans les personnes que l'on peut citer, à mon avis on ne le citait pas assez, même si certaines personnes dans certaines biographies universitaires le citaient. C'est quand même, il a un parcours original et des idées originales. C'est-à-dire qu'il découvre, comme on l'a vu, le nationalisme, et c'est-à-dire l'âme des peuples. Et en découvrant l'âme des peuples, eh bien, le colonialisme, comme on dit maintenant, lui pose question, et même va plus que lui poser question, parce que ce qu'il découvre dans les concessions internationales et dans la concession française dont vous faisiez état, eh bien, c'est vraiment, n'ayons pas peur des mots, la pourriture, vraiment la pourriture occidentale. C'est-à-dire, il cite vraiment les enfants, notamment des personnes qui travaillent dans la concession française. C'est cruel, vraiment, c'est édifiant. Si vous avez le passage, mais enfin, c'est vraiment les gamins qui sont à la fois abandonnés à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois, ils parlent le français, le chinois, déjà la jeunesse dorée, cosmopolite et déracinée. La jeunesse dorée, cosmopolite, déraciné, et ça, vraiment, il ne le supporte pas. Et là, c'est un trait qu'il reste aussi, il dit, cette jeunesse pourrie occidentale, il y a aussi une jeunesse pourrie chinoise, et il dit, vis-à-vis de cette jeunesse pourrie chinoise, eh bien, qu'à la limite, il préférerait, eh bien, la jeunesse chinoise qui rejoindrait le communisme plutôt que, effectivement, je n'ai pas d'autre mot qui me vient pour l'instant, plutôt que cette pourriture occidentale. Passage, alors, très rapidement, on peut le lire aux auditeurs. Fillette saoule et caquetante et valsant jusqu'au jour à 14 ans, mais sachant à peine lire. Jeunes hommes pourris par les intermédiaires russes, métis et chinois, sans plus de langue maternelle, hésitant entre l'anglais de l'école, le français de leurs vieux et le chinois de leur nourrice. Leurs vieux ne songent qu'à l'argent, ne vivent que pour l'argent, et ces petits-là en meurent. Voilà, là vous avez trouvé le beau passage, j'allais dire qui fera toujours de lui un révolté contre l'argent, exactement. Des mots durs, mais un style édifiant et qui nous parle aujourd'hui, plus que jamais actuel, malheureusement. Exactement. Donc là, c'est son côté, effectivement, vraiment particulièrement intéressant. Alors, vous montrez également qu'à la même époque, donc, il jette un petit peu son regard sur l'archipel du Soleil Levant.
sur le Japon voisin, déjà qui est en but à des visées impériales donc sur le sol chinois, et surtout un regard intéressé au regard de ce qui se passe au Japon. Oui, parce que bien sûr, Gélis, dans son évolution, le nationalisme chinois est important, mais il se rend compte, je parlais d'une jeunesse dorée pourrie, effectivement chinoise, notamment pourrie qui fait ses études ou aux États-Unis ou en Chine ou en Angleterre, mais et aussi une gabegie chinoise, notamment. Les mots traditionnels, comme sont de la Chine. Exactement. Alors que ce qu'il découvre dans l'archipel du Japon, effectivement, c'est l'époque où de jeunes militaires japonais, de jeunes officiers japonais, d'origine modeste, toujours le côté social, j'y reviendrai toujours, ont des visées impérialistes, mais aussi avec une rectitude, avec un sens de l'honneur. Lui-même découvrira à ce moment-là le Bushido. Nous allons y revenir. Je vous propose d'y revenir juste après la pause musicale, mon cher Philippe, avec un nouveau talent de la nouvelle scène musicale française qu'on aime bien ici à Méridien Zéro, Les Scopes, avec le morceau intitulé La Forêt. Qui s'élance, la forêt soudain qui frémit, puis s'installe le silence. Tu te tiens là assourdi, tu prononces la sentence. Le deuxième coup est parti et fait bientôt la différence. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous la lune. Sourire crispé, situation compliquée. Je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue. Tu me dis cette fois c'est moi qui joue. Dans la forêt, la première détonation résonne. Un coup de feu, puis de mon corps qui frissonne. Puis doucement s'écroule. Par chance, pour moi maintenant c'est fini. Et tout le monde s'en fout, tu penses. Te voilà maintenant qui t'enfuis, tirant ta révérence. La forêt de nouveau frémit, et je profite du silence. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous la lune. Sourire crispé, situation compliquée. Je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me
Bien, chers auditeurs, après cette petite escapade musicale forestière, nous revenons à Jean Fontenoy avec son intérêt de plus en plus croissant, donc en cette fin des années 20, début des années 30, pour le Japon impérial. Et ce Japon qui a réussi à essayer de chevaucher le tigre, pour reprendre cette formule bien connue de certains auditeurs de Juste et voilà, donc de réagir aux défis posés par un Occident colonialiste et impérialiste, en reprenant une certaine modernité, mais en essayant de préserver son âme. Donc le Japon post-ère Meiji, qui redresse la tête. Et là, justement, il est confronté à un modèle qui est à ses yeux beaucoup plus efficace et beaucoup plus attractif que parfois le modèle chinois qui, comme vous l'avez précisé avant notre pause musicale, montrait parfois les mots traditionnels de l'Empire du Milieu, quoi. Oui, et donc découverte effectivement politique du Japon. Quelques années plus tard, je n'ai pas trouvé d'autres références, je pense bien sûr à Adrien-La Rochelle, mais pas d'autres références que Fontenoy quand il dit qu'il faudrait un Bushido français. Mais là aussi, c'est le monde quand même singulier. Dans les années 30-40, un précurseur quelque part. Oui, c'est une référence particulièrement originale du milieu nationaliste français. Alors, bien sûr... avec les jeunes militaires japonais, ils appellent les incorruptibles de Mouldel. Toujours le côté incorruptible est quelque chose qui l'a marqué, toujours par rapport à la Chine, c'est même quelque chose de très différent. Et aussi un amour du peuple japonais, parce qu'un amour profond. Il séjourne d'ailleurs au Japon. Il séjourne au Japon, et pour lui, c'est bon, quelquefois ça peut paraître bateau maintenant, parce qu'on voyage beaucoup, mais l'organisation japonaise, non seulement le respect de la tradition, mais la propreté, l'ordre japonais est quelque chose qui va beaucoup marcher. C'est Extrême-Orient, quelque part, qui le séduit. Oui, il aura toujours été très marqué par cet Extrême-Orient, surtout que vous parliez de son voyage au Japon, et aussi, là, il l'a couplé avec un voyage aux États-Unis, et là aussi, voyage aux États-Unis. Alors, quelques mots justement ce voyage, c'est-à-dire, là, c'est pas Tintin en Amérique, c'est Jean Fontenoy chez les Yankees. Et il y a peut-être un petit rapport avec Tintin, parce que pour ceux qui connaissent Tintin en Amérique, eh bien Tintin en Amérique est très critique vis-à-vis des Américains. Et lui sera particulièrement critique. Pour lui, c'est quand même le capitalisme qui écrase les petits. On est encore dans les années 30, 34. La crise, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas finie. Il voit encore les miséreux dans les rues. Et puis aussi, il voit que le peuple américain est un peuple sans racines. Et pour lui, c'est quelque chose, il sera toujours quand même à la recherche de racines, que ce soit les racines européennes, les racines chinoises, même si elle a été déçue par la mise en pratique moderne des racines chinoises, et des racines japonaises. C'est un homme de racines, et il voit que les Américains sont sujets à toutes les sectes, à toutes les aberrations de ce genre. Il a aussi des mots assez cruels concernant justement le mauvais goût associé un petit peu là, je me permets de lire rapidement un petit passage. Toute la colonie américaine costumée en moutard, le vieux consul général, alcoolique pondéré, chauve, ventru, s'est affublé de mignons maillots roses et de couches en pongée où ballotte son abdomen. Les dames ravies, épouses de colonels, d'amiral, de banquiers, de juges américains, profitent de la circonstance pour dévoiler leurs cuisses et leurs poitrines, des géantes sorties de la semaine de Suzette. Voilà. Alors, le style inimitable de Jean Fontenoy. C'est un grand du journalisme. Et donc, certains l'ont comparé, et moi je trouve à juste titre, à Paul Morand. Et même, je cite aussi, ce n'est pas parce que c'est vrai que une certaine empathie se crée quand on travaille sur quelqu'un depuis longtemps, comme je l'ai fait, avec des traits aussi passionnants. Eh bien, c'est quand même un membre actuel de l'Académie française, Dominique Fernandez, qui dit que Jean Fontenoy, donc, avoisine Malraux par le talent et le dépasse par le panache. Donc, c'est quand même quelqu'un qui marque, par certains livres, qui marque non seulement le domaine des idées politiques, mais aussi la littérature française. D'accord. Alors, il revient à Paris aussi, entre-temps. Il revient à Paris. Donc, nous sommes en 1934. Nous sommes en 1934, il revient à Paris. Et qu'est-ce qu'il voit ? Parce qu'il voit quand même, vous parliez du Japon, un peuple qui vit un véritable renouveau, un peuple qui se cherche comme le peuple chinois. En quête d'un espace vital, voilà, bien sûr. Exactement. On voit aussi l'Italie qui a émergé.
différents peuples de ce type. Et qu'est-ce qu'il voit en France ? Eh bien, un peuple complètement amorphe. C'est pas Chiang Kai-shek, en France, c'est le président de la République. C'est Gaston Doumergue à une époque que les Français ont surnommé Gastounet. Alors donc c'est vraiment la France de l'apéritif, la France du tiercé, c'est cette France-là. Ah, le contraste est et là on peut retrouver des textes, et ils sont tout à fait connus, des textes de Drieux-La Rochelle où il y a vraiment une même démarche devant une France entièrement décadente. La médiocrité fait nation, dit-il. Écrit-il en tout cas. C'est ce terme-là. Donc, oui, là c'est une bonne formule. Il revient en Union soviétique en 1934. Alors, il revient en Union soviétique en 1934 parce que il a gardé certains contacts. Ça pouvait lui sembler intéressant, donc d'y retourner. Il est toujours journaliste d'Havas. Et puis là, c'est le choc. Là, c'est le choc. Le choc absolu. L'Union soviétique profonde. L'Union soviétique profonde, parce que grâce à ses relations, il peut circuler un peu. Et qu'est-ce qu'il voit ? Une misère atroce. Une misère atroce, des gens qui meurent de faim, des mendiants dans les rues, des enfants affamés. Et puis la terreur stalinienne qui bat son plein. Et là, maintenant, il est devenu totalement, entièrement, foncièrement anticommuniste. Et maintenant, d'un anticommunisme absolu qui va le faire. On n'oublie jamais que c'est un intellectuel, je n'ai pas peur des termes, mais aussi un homme d'action. Et un homme d'action, pour lui, c'est pas l'action en chambre, c'est-à-dire que c'est l'engagement, et on le va voir qu'il va s'engager. Voilà, comme vous l'écrivez, quelqu'un qui l'a connu affirmait qu'on ne savait jamais vraiment avec lui, lorsqu'on voyait un petit renflement dans sa veste, si c'était un livre ou un revolver. C'est exact. Donc ça décrit bien un petit peu le personnage. Même, je vais lui rendre lors d'une de nos discussions avec Jean Mabir, et c'est lui, parce que nous parlions de Jean Fontenoy, qui m'a dit oui, c'est vraiment la personne aussi à l'aise avec un pistolet mitrailleur, donc qu'avec un classique de la littérature. Alors, sur le plan politique, justement, donc rupture définitive avec le communisme. Quelque temps après, il s'engage à la Croix-de-Feu. Alors il s'engage, en tout cas il regarde. Il regarde un petit peu. Il regarde du côté des Croix-de-Feu parce que c'est le grand parti, c'est le grand parti social de l'époque. Donc il est intéressé. Et puis aussi. Mais surtout, ses pas vont le mener vers le Grand Jacques. Effectivement, vers le Parti populaire français. Alors, Parti populaire français qui se crée en 1936, le fameux rendez-vous de Saint-Denis avec des intellectuels. On pense tout de suite à Drieux-La Rochelle qui va adhérer. Bertrand de Jouvenel, Alfred Fabrelus. Voilà. Georges Blond. Exactement. Et lui adhère un tout petit peu après. Parce que, pas qu'il soit hostile, tout au contraire, mais il est en train de rédiger son premier grand livre, et qui est l'école du renégat, où là, il veut régler son compte au communisme en disant, et surtout aux intellectuels communistes qui l'ont mené, estime-t-il, l'école républicaine, et puis des intellectuels du type André Gide, qui l'ont mené à toutes ces erreurs, et comme il dit, moi je proteste au nom des poires, eux, les gens comme Gide, tous ces intellectuels, ils retombent toujours sur leurs pieds, mais moi je pense à tous ces gens qui ont été pervertis par le communisme et qui ne retombent pas sur leurs pieds. D'accord, ça n'empêche pas qu'il reste un traducteur talentueux aussi d'auteurs russes. Ces traductions de Tolstoï font toujours autorité aujourd'hui. Toujours, notamment, ou d'autres. Donc, vous parlez aussi de son amitié avec un certain Brice Parrain. Oui, Brice Parrain, il l'a connu donc au lycée de Meaux. Il a été communiste lui aussi, Brice Parrain. Il s'est aussi engagé pendant la guerre de 14, en finale lui aussi. Il l'a connu aussi aux langues orientales, et donc ils sont restés toujours liés, mais ils n'auront pas la même évolution politique. Mais ils resteront quand même liés. Et Brice Parrain s'intéresse également beaucoup à la langue, aux sonorités de la langue. Et il fait une carrière de philosophe, tandis que Fontoise s'intéresse quand même plus aux sonorités de la langue, mais du point de vue littéraire plutôt que du point de vue philosophique. Voilà, donc l'école du renégat est sortie, nous sommes aussi à l'époque de la guerre d'Espagne.
Nous sommes à l'époque de la guerre Et d'Espagne. vous écrivez qu'il va entendre quelques balles siffler du côté de la Bidassoa, je crois. Oui. C'est son côté journaliste. Mais je précise encore, allez, une minute, enfin même pas une minute, mais que son livre, L'école du renégat, est remarqué par Brasillac, remarqué par Charles Maurras, c'est quand même le grand intellectuel de l'époque. Charles Maurras vient faire toute sa une et toute la première page de l'Action française à l'école du renégat. Donc c'est quelqu'un qui tout de suite s'impose dans les milieux littéraires avec Brasillac et dans les milieux intellectuels avec Charles Maurras, même si, bien sûr, Fontenoy, en tout cas, n'est pas royaliste. D'accord. Donc, vous parliez de la guerre d'Espagne. Ben oui, nous sommes en 1936. La guerre d'Espagne se déclare et tout de suite, bien sûr, les téléscripteurs commencent à grésiller dans les agences de presse. Il est toujours chez Havas. On le retrouve au Pays Basque, côté d'Andaï, d'Irun. Il veut se précipiter. Ouais. Il veut être là-bas. Alors effectivement, être là-bas, il faut passer par Andaï. Les républicains tiraillent avec les nationalistes des troupes du général Franco, mais il veut être sur place et on le retrouve bien encore une fois, même malgré les balles qui sifflent. Il dit qu'il a quand même eu peur parce que c'est pas, il tient à l'avouer, c'est pas quelqu'un qui cache les choses. Et effectivement, il voit les atrocités républicaines, ce qui le conforte dans son optique anticommuniste et toujours être sur le terrain, quel que soit le danger. D'ailleurs, il continue à jeter un regard lucide sur justement le monde communiste, en refaisant une petite incursion encore en Union soviétique. Alors là, il faut quand même le mentionner. À la frontière balte, 1937. 1937, parce que 1936, la gauche est arrivée au pouvoir, et la gauche qui veut... Oui, le Front populaire. Donc, le Front populaire, voilà. Donc qui veut mettre la main sur les agences de presse, sur la presse indépendante, et donc naturellement, avec les idées qu'il a, trop marquées, notamment ses sympathies et après son adhésion au PPF, au Parti populaire français de Jacques Doriot, eh bien sûr, il est viré de l'agence Havas. Donc, il devient journaliste indépendant à la recherche de sujets chocs. Les sujets chocs dont la presse ne parle pas, toujours son côté non conformiste, eh bien, la presse ne parle pas de cette fuite constante qu'il y a le long des frontières de l'URSS, eh bien, d'ouvriers, de gens qui n'ont pas d'argent, mais qui fuient la terreur stalinienne, la terreur qui règne en URSS. Et lui se dit, je vais aller faire reportage. Oui, c'est l'époque des grandes purges, là, où justement son ami Turajewski a été éliminé. Et donc, ça lui donne d'autant plus, ça le motive d'autant plus d'aller voir là-bas, mais là-bas, pas seulement à la frontière, et c'est là où il prend tous les risques, c'est que, vous vous rappeliez bien les grandes purges staliniennes, la terreur qui règne là-bas, eh bien, il a eu des contacts avec des gardes frontières, des officiers polonais, il a toujours des contacts partout, c'est ça le véritable journaliste. Non, mais vraiment de contacts. Et donc, il trouve un créneau à la frontière polonaise, et il passe la frontière incognito avec un faux passeport, et avec une vareuse un peu... dont je reproduis la photo de son passage à l'époque, de son déguisement, il faut l'appeler comme ça. On voit sur la couverture de la brochure. Donc il va en URSS pour interroger les gens, pour voir comment ça se passe. Autant dire que une incursion de 20 km à peu près, d'après ce que j'ai pu voir dans la frontière. Il dirait, j'ai pas pu déterminer une semaine, 15 jours dans ces eaux-là. Mais enfin, il était pris, il était arrêté, il était fusillé tout de suite, ou il disparaissait dans un goulag. Là aussi, la description assez édifiante du système du kolkhoz, notamment, et qu'il publiera sous forme d'une brochure intitulée Frontières rouges. Voilà, donc il publiera ceci devant le côté très 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 passionnant de la chose, très original. Ça sera publié en brochure, c'est exact. Alors à la même époque, il découvre aussi l'Allemagne. Il se passe des choses en Allemagne. Il se passe des choses en Allemagne. Mais comme il se passe des choses, donc Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, il veut voir ce qui se passe par lui-même. Voilà. Toujours voir par lui-même. Ouais. Donc voir par lui-même. Alors d'abord, ce qu'il remarque, c'est que il n'est pas le seul. Enfin, si à l'époque, bien sûr, on parle de danger pour la France, on verra qu'il ne se cache pas que le danger de la montée donc du national-socialisme pour la France. Mais ce qu'il remarque d'emblée, c'est le côté social. Patriote, patriote français. Mais il remarque le côté social. Et effectivement, il a vaincu que, ce régime a vaincu finalement la crise de 29. Donc ça, c'est la première chose qu'il remarque. Attention, il ne se fait pas d'illusions, il voit également que sur la presse n'est peut-être pas aussi muselée qu'on le dit, mais il y a une autocensure. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui le choque. Mais bon,
Je crois que c'est à l'époque aussi qu'il rencontre un certain Otto Abetz, qui jouera un rôle éminent. Alors effectivement, toujours Paris, les contacts. Vous parliez de quelques années plus tard, Tukhachevski, voilà. il faut avoir des contacts. Voilà. Il a des contacts avec Otto Abetz, et donc ces contacts, effectivement, il les maintiendra par la suite, dans d'autres circonstances, mais que c'est un homme de contact. Quand il rentre en France aussi, parce qu'il ne faut pas se méprendre, c'est vrai que, on peut le dire tout de suite, en 1941, il revêtira l'uniforme allemand quand il se battra dans la LVF. Voilà, on en reparlera. Je fais juste une dans quelques parenthèse. minutes, ouais. Mais c'est pour dire, quand il rentre en France de son Ouais. séjour en Allemagne, il a constaté le côté social, il a constaté également que, attention, il essaye d'avertir ses amis journalistes français ou les contacts qu'il a avec les politiques français en leur disant: est-ce que vous vous rendez bien compte? Est-ce que vous savez ce que produisent les usines allemandes, notamment les usines d'aviation, et où en sont les usines françaises par l'époque? Donc il alerte la France sur le danger, donc, du militarisme allemand. En remettant une petite touche de romantisme dans cette époque de fer et de feu, des idées décisives, avec une rencontre aussi déterminante sur le plan sentimental. Une rencontre Dites-nous déterminante. Ah oui, là c'est vraiment... Je parlais d'une photo de lui avec une verse plutôt crasseuse quand il est passé en URSS, mais je prends également une photo que j'ai trouvée au musée de l'Air, de la personne dont il va tomber éperdument amoureux. Cette personne, c'est Madeleine Charnot. Alors il en avait déjà entendu parler en tant que journaliste, parce que c'était c'est un mot qui était employé à l'époque, une des princesses des ailes françaises. C'est-à-dire c'est une personne qui battait des records d'altitude, records de vitesse, et donc qui avait été, à ce titre, du reste, décorée de la Légion d'honneur. Ah, donc un profil qui a tout pour le séduire, en quelque sorte. C'était quelqu'un elle était d'abord... Elle a fait un premier mariage qui était d'échec, mais dans sa jeunesse, elle voilà. était l'élève la plus douée du sculpteur Bourdelle, qui a son musée à Paris. On peut du reste trouver des sculptures de Madeleine Charnot, j'y suis allé. J'ai retrouvé les sculptures qu'il avait fait d'elle. Donc, c'est quelqu'un qui avait de grands talents artistiques en tant que peintre également. Et puis, elle découvre l'aviation dans les années 30. Et c'est une femme folle d'aventure, mais d'aventure pas uniquement ou pas seulement ou pas amoureuse, le terme peut prêter à équivoque. Et donc, elle découvre l'aviation, elle traverse la Méditerranée, va en Afrique avec des avions plus ou moins... Rocambolesque aussi, le retour rocambolesque en Espagne. On va pas rentrer dans les détails. Voilà, mais enfin vraiment, elle n'a pas les autorisations, mais peu ouais. importe, elle abandonne tous ses bagages sur la piste, et puis elle décolle sans aucune autorisation, ce qui lui vaudra quand même, il y avait des gens en France qui savait vivre. Mermoz, le grand Mermoz, tiendra à la féliciter pour son action. Isabelle Eberhardt, elle est en quelque sorte. Voilà, exactement. Elle a voulu d'ailleurs aller sur les traces. Voilà, elle allait faire un détour, même si elle avait plus d'essence dans son avion, ou très peu, pour faire la saluer sur sa tombe qui était au Sahara. D'accord. Alors, la veille de la guerre, donc, il reprend toujours la carrière de journaliste. Il est en contact donc avec les intellectuels du PPF, et puis la montée des périls. Comment le déclenchement de la guerre le trouve quelque part? Oui, mais avant le déclenchement de la guerre, comme vous le dites, ils suivent toujours les traits, toujours les... Oui, il y a Munich, Avec Munich, il a quitté le PPF, mais aussi parce que Doriot avait quand même des côtés... Les articles de Fontenoy, il n'a pas fait tellement d'articles là-dessus, mais il était quand même déçu par Doriot, notamment par sa vie privée un peu trop dissolue, comme Bertrand de Jouvenel, et puis Munich aussi, quand même, où on était trop face à l'Allemagne. Il avait son côté patriote qui trouvait qu'on n'avait pas bien régi. Donc, bref, il a quitté le PPF, mais c'était quelqu'un d'amitié. Il a toujours conservé des contacts avec les gens des PPF, notamment avec Maurice Yvan Sicard, qui était son ami. Le futur Saint-Paulien. Le futur Saint-Paulien. Donc, la situation internationale elle se tend tellement avec le pacte germano-soviétique. En tant que journaliste, il ne peut que prédire, un journaliste qui s'occupe de politique internationale, que ça va créer des catastrophes. Si je peux me permettre, il a aussi publié 2 autres ouvrages entre-temps. Oui, et Le songe du voyageur. Donc Shanghai secret, c'est son maître livre, comme je l'ai dit. Le songe du voyageur, où
il descend du point de vue intellectuel Rousseau, donc encore une fois félicité par Brasillac et par d'autres intellectuels comme Henri Massis, et puis un livre très original, Clou, le communiste à la page, où il prend le ton, le langage du militant communiste, et donc toujours par le biais du langage qu'il passionne. D'accord. Alors, nous sommes durant la drôle de guerre, donc 739, donc invasion de la Pologne par les armées allemandes. Il va se retrouver dans un conflit, mais pas celui auquel on pense. Exactement, parce que, à cause du pacte germano-soviétique, l'URSS a les mains libres et elle envahit la Finlande. Petite et courageuse Finlande du maréchal Mannerheim. Absolument. Et donc lui, qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est pas un journaliste en chambre, même s'il n'était pas en chambre, ça ne lui suffit pas d'aller être comme correspondant de presse. Il réenfile son uniforme de 1918 et donc il s'engage dans la Légion Sissou, qui est une brigade internationale de Scandinaves. Et donc il va être lieutenant d'infanterie d'assaut sur ski face aux troupes de Staline. Les fameux skieurs, la mort blanche, comme disaient les soldats soviétiques. Donc là aussi, des pages assez édifiantes. Oui, sur les traquenards qu'il opérait en tant que commandant une section contre les troupes soviétiques. Et puis il est blessé là-bas. Il revient en assez mauvais état. Oui, parce que non seulement il est blessé, même j'ai pas pu déterminer la gravité de sa blessure, mais en tout cas le problème c'est que quand on est blessé et qu'il fait moins 40 degrés, eh bien il a eu ses fonctions circulatoires particulièrement amoindri par le froid. Il est revenu avant d'être évacué sur un hôpital de Stockholm ou de Helsinki, pardon. Eh bien, il était aveugle et sourd, donc c'est peu à peu où il va retrouver ses fonctions. C'est vrai que Saint-Paulien avait parlé plus tard dans son histoire de la collaboration de cerveau gelé. Cerveau gelé, on voit ça quelquefois dans les livres. Ça m'a toujours paru bizarre et donc j'ai questionné des amis médecins et qui m'ont plutôt décrit ce qui lui était arrivé. Alors, Paris, la débâcle. Alors là, il faut voir qu'il est particulièrement blessé, anéanti par la débâcle, mais il est boulevard Raspail, donc lui, bien sûr, pas question de s'enfuir. Et puis il voit, alors là aussi, il y a des passages hallucinants où il voit la fuite de tout un peuple, et là, ça le blesse profondément, mais il voit ça de sa terrasse, et pour lui, il peut pas voir ça et rester comme ça. Donc, le lieutenant d'infanterie qui sait organiser les populations descend, et il va organiser dans une école pour essayer de loger les gens, réquisitionner avec sa femme, Madeleine Charnot, et quelques autres personnes, pour que les personnes ne dorment pas sur le trottoir. Toujours action et toujours le réflexe d'action. Les jours qui vont suivre, on va le remettre en contact avec Otto Abetz, puis avec une figure montante de la collaboration française, Pierre Laval. Exactement. Alors il pense que la guerre est perdue, il pense que c'est la carte de la France, et il va s'engager dans un parti collaborationniste, le MSR, là où il y avait, avec Eugène Deloncle, un parti qui se voulait d'une élite révolutionnaire. Et puis aussi, il va s'engager après avec le RNP, le Rassemblement National Populaire. Je tiens à citer ça parce que c'est un homme d'action, mais qui respecte l'engagement, quels que soient les engagements. Et là, dans une brochure que j'ai retrouvée du Rassemblement National Populaire du RNP, et ce qui lui a valu certains ennuis, c'est pour ça que j'ai dit également au début de notre intervention que c'est toujours quelqu'un qui restait libre et qu'il a eu des ennuis à cause de ça. Il dit il faut s'engager effectivement derrière le RNP, le parti collaborationniste qui soutient pour l'instant Pierre Laval, mais il dit si vous êtes gaulliste, il faut s'engager aussi. Il faut toujours s'engager, et là, il dit engagez-vous avec les gaullistes, même si c'est une erreur, mais moi je pense qu'il faut s'engager derrière le RNP, mais sinon vous vous engagez derrière les gaullistes. C'est un trait de son caractère pour l'engagement, toujours donc en tant qu'homme d'action, et toujours derrière ça, si vous pensez que l'intérêt de la France c'est de s'engager autrement, je le respecte cet engagement.
En tout cas, plus que jamais à cette époque, il met sa plume et sa peau au bout de ses idées. Hein. Donc, il a parlé aussi de la fondation de journaux comme La Vie nationale. Oui, ou bien sûr, et puis recherche de talent. Il va chercher Simenon. Simenon va publier des nouvelles dans La Vie nationale. Il va chercher Lucien Combel. Et puis, je ne sais pas si nous avons le temps ou si vous comptez en parler après. Quand j'ai souvent dit que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la langue, mais quand on aime la langue, on aime un certain auteur. Eh ben, je pense à Louis-Ferdinand Céline. Et donc là, il va être un des rares à apprécier Guignol's Band. Il faut voir qu'à l'époque, c'est très novateur, Guignol's Band. On connaît le voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, mais rares sont les intellectuels, les critiques qui vont sentir que tout le côté novateur de Guignol's Band. Et là, il va publier un article remarqué sur Céline, et donc Céline va bien sûr apprécier. Donc revenons, si vous voulez bien, sur son engagement, donc qui devient la collaboration. Donc on n'a pas cité le mouvement social révolutionnaire avant le RNP, mais cet engagement, donc qui va être politique, avec la proximité de Pierre Laval et de Toabès, va aussi se traduire à nouveau sur le plan militaire. Ça va, on peut penser plutôt qu'à la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, la LVF. Comment, quand pour lui c'est impossible de s'être engagé en tant que militant et de ne pas suivre des gens qui vont risquer leur vie en allant sur le front de l'Est. Et donc, même il aura des ennuis avec les Allemands là-bas, mais il ne peut que s'engager, effectivement. Ennuis avec les Allemands, précisez un petit peu, quelques anecdotes. Des ennuis avec les Allemands. C'est un journaliste, donc avant de s'engager, il a été également sur le front, mais en tant que journaliste, là, sur le front méditerranéen, après que les Allemands... L'opération Mercourt, en Crète. Voilà, mais lui, il n'était pas en Crète, mais il a été sur la suite de cette opération. Voilà. Et donc, s'intéressant à l'aviation, notamment par Madeleine Charnot, il fait un reportage précis. Et ce reportage précis, fait qu'il a été arrêté par l'Abwehr. Et donc, arrêté par l'Abwehr, emprisonné par l'Abwehr. Voilà. Alors, sa femme, Madeleine Charnot, demande à Abetz de le libérer. Il va être libéré. Mais bon, ses ennuis ne sont pas terminés parce que les Allemands se méfient quand même d'une personnalité aussi libre que lui. Voilà, on voit quelqu'un qui garde une indépendance d'esprit et d'action quelque part. Voilà, et donc Abetz sera obligé de faire des pieds et des mains pour qu'il puisse s'engager dans la LVF et pour qu'il puisse, parce que là-bas il est chef des correspondants de presse, mais que malgré ce titre, il puisse tenir un pistolet mitrailleur et se battre les armes à la main contre les troupes sibériennes. D'accord, donc sur le front, à l'époque aussi, il continue son activité de journaliste avec notamment le journal Révolution nationale, où à nouveau il revient sur cette conception, cette nécessité d'un Bushido français. Exact. Là vraiment, on voit le sabre et la plume, ou plutôt le pistolet mitrailleur. Oui, c'est un peu ce qui l'avait intéressé à l'époque dans ce petit mouvement qui s'appelle le mouvement social révolutionnaire, qui se voulait une nouvelle chevalerie. J'ai pensé que là, il retrouvait peut-être un sens de politique à la chinoise ou de politique marquée par le Bushido, d'une nouvelle chevalerie. C'est une éventualité que j'évoque, mais toujours avec les réserves qu'il se doit, là. Alors, comment se passent les années 43, 44, juste avant 45 donc, il a un poste important en tant que avec Laval, qui le nomme à la tête d'une agence de presse qui a un peu pris la suite de l'agence Havas. Il fait toujours des reportages. Oui, il est très marqué par sa femme qui va mourir en 1943. Et oui, elle meurt précocement d'un cancer, je crois. Ah oui, absolument. Ça le brisera en tout cas. Voilà, et puis c'est l'époque aussi, c'est la guerre, c'est l'époque de la Révolution nationale, et c'est un de ses traits aussi. Il ne fait pas beaucoup. Quelquefois, il ne se fait pas toujours d'illusions. Il se dit, si le fascisme arrive au pouvoir, c'est pas sûr qu'un marginal comme lui soit toujours bien considéré. On sent qu'il y a une sorte de, parfois, un nihilisme surmonté chez lui. C'est exact. Qui le rend attachant aussi. Bon, oui, c'est ça ce qui le rend attachant. C'est son côté indépendant, son côté... Vous parlez aussi de contact des nationalistes algériens à cette époque-là. C'est très surprenant, mais pour lui... Les Hadj, notamment, parce que c'est l'identité des peuples, on y revient, ce n'est pas un apôtre de la colonisation. D'accord. Alors,
On va dire un petit peu le crépuscule de Jean Fontenoy, c'est bien sûr le débarquement du 6 juin 1944, donc c'est la libération de la France, en tout cas à cette époque-là, la libération de Paris en août 1944. Il part. Il quitte Paris avec vers Sigmaringen. Oui, mais il ne s'attarde pas longtemps parce que comme véritable journaliste à Sigmaringen, on essaye de... certains essayent de reconstituer une agence de presse, mais pour lui, c'est pas une agence de presse valable, tout ça. Donc, il circule et puis on le retrouve. Ça n'a pas été facile de retrouver sa trace. Quelquefois, j'ai des blancs, mais on le retrouve à Berlin, effectivement. On le retrouve à Berlin alors que Berlin est encerclé par les troupes soviétiques. Et là, vous allez peut-être évoquer ça, son final, on le retrouve. Alors, comment a-t-il fini ? Bon, c'est vrai qu'il y a différentes hypothèses que vous voulez peut-être que l'on évoque, bien sûr, sauf s'il y a autre chose. Il nous reste une dizaine de minutes, donc, cher Philippe. Il nous reste une dizaine de minutes. Oui. Bon, en tant que... Donc, les différentes hypothèses, on est en avril 45. Comment a-t-il disparu ? Ça rajoute un peu à l'aura de l'aventurier. Certains disent qu'il est mort les armes à la main contre les troupes de choc mongoles. J'ai eu certains témoignages là-dessus, mais bon, vous sentez à mon ton que c'est pas le plus crédible. Certains détracteurs avaient parlé d'uniforme SS. Enfin bon, là, c'est vraiment parce que le personnage est atypique et ceux qui n'ont pas fait de recherche pensaient que ça rajoutait au personnage une touche un peu sulfureuse et donc allons-y pour les SS, mais non, là je peux le dire que c'est faux, et là Jean Mabir, avec qui on en a discuté, comme je le disais, était bien sûr au fait de la question, était bien sûr entièrement d'accord et haussait les épaules quand on évoquait cette hypothèse. D'accord. Donc les armes à la main, ou alors de façon plus banale, mais ça sous un bombardement, il y a peu de chance. Non, plutôt la théorie la plus vraisemblable est celle du suicide. C'est vrai, donc qu'il se soit suicidé, donc tout à fait le 27 avril ou le 28, je n'ai plus en tête, 1945. Là, ce serait quand même assez plausible, parce que ça rejoindrait un petit peu les conceptions qui étaient les siennes, du hagakure, du seppuku. Exactement, c'est pour ça que j'évoque cette hypothèse, mais à l'appui de celle-ci, je connais mal la prononciation japonaise, mais effectivement, je cite ce texte qui semble, je pense que vous l'avez remarqué, correspondre tout à fait à sa fin. Voilà, oui, on pense à Mishima, bien sûr, au Japon traditionnel, l'éthique du samouraï. Enfin, c'est vrai que là, pour revenir sur cette imprégnation un petit peu de la culture japonaise chez Fontenoy, je disais tout à l'heure qu'il était en quelque part visionnaire. Il faudra attendre quelques décennies pour que dans les droites radicales et dans l'ultra-droite, on ait aussi une sorte de tropisme japonais, que ce soit de la part des traditionalistes, guénoniens ou surtout évoliens, qui voient bien sûr les traces de culture traditionnelle et martiale dans ce Japon des samouraïs, qui a essayé de le pérenniser après l'ère Meiji, ou alors la figure bien sûr de Mishima Yukio, qui est chère à nos cœurs. Et donc là, on voit que quelque part, il a été aussi visionnaire, mais en tout cas, cette vision véritablement d'un ordre guerrier, d'un ordre presque monastique et martial, était vraiment, vous le soulignez, atypique, en tout cas à cette époque-là. On est parfois assez cocardier, et parfois étriqué dans ses références. Bon, il y avait bien sûr l'Allemagne et l'Italie de l'époque, mais là, on était aussi quand même dans des références assez exotiques. On peut rêver un peu, peut-être, en finale, rêver un peu, en disant que j'ai dit qu'il s'était suicidé selon toute vraisemblance, mais certains ont évoqué, et là aussi la rumeur a couru, vu qu'un aventurier ne meurt jamais tout à fait, que compte tenu de sa connaissance du chinois, compte tenu de son amour du Japon, eh bien qu'il aurait pu, jusque vers les années 1953, certains ont évoqué qu'il aurait pu rejoindre l'Extrême-Orient et s'y perdre. Vous pouvez nous laisser aller à le penser, en tout cas pour lui, c'était pas tout à fait agréable. Alors aujourd'hui, si on devait faire un petit peu un bilan, en tout cas déjà de la postérité de Fontenoy, c'est vrai que visiblement vous avez levé un lièvre dans les mouvances, la mouvance au sens très large, des mouvances nationalistes, identitaires et dissidentes. Bon, c'était un petit peu un homme inconnu quelque part. C'était à part vous citez, on a parlé de Jean Mabir, Saint-Loup aussi l'avait évoqué à plusieurs reprises, mais c'est vrai que Jean Fontenoy
était une figure véritablement à redécouvrir quelque part. Trouve, oui. Quel est aujourd'hui, depuis la sortie de votre ouvrage, est-ce que vous avez eu des échos un petit peu? Bon, enfin, il y a eu des critiques de presse, bien sûr, il y a eu comment a été reçu votre ouvrage un petit peu Ce qui m'a fait plaisir, en sensibilité un petit peu de. Ce qui m'a fait plaisir, c'est effectivement quand j'ai fait quelques signatures déjà dans des librairies et de voir des jeunes qui disaient écoutez, c'est vrai, ce personnage, on le rencontrait quelques fois, mais personne n'avait encore, on savait pas vraiment toujours ce qu'il pensait, on était tenté par le côté aventurier, mais en tout cas, d'avoir parlé de lui, de l'avoir un peu ressuscité, eh bien, je voyais que des jeunes le trouvaient un personnage intéressant, atypique, et qui donnait quand même un peu à rêver. Voilà, parfois avec des aspects un petit peu sulfureux. On n'a pas évoqué son addiction, pour reprendre un terme moderne, à l'opium. En tout cas, on a beaucoup glossé là-dessus. Oui, mais pour relativiser peut-être, on connaît aussi ceux qui faisaient partie des troupes de marine en Indochine, ils s'y étaient donnés aussi. Ça les empêchait pas de se battre contre le Viet Cong ou le Viet Minh. Donc oui, c'est vrai, mais... Ça fait des choux gras de ses détracteurs. Hein. Exactement. Et là, sans faire de la publicité à notre auteur, on peut rappeler que plus d'un an avant la sortie de votre ouvrage, donc un écrivain qui a longtemps milité au sein du Parti communiste puis dans les rangs de l'extrême gauche, donc Gérard Guégan, a consacré aussi une biographie romancée où il semblerait qu'il ait eu accès à une partie de la correspondance de Fontenoy. On peut voir les critiques parfois, on va dire semi-embarrassées des plumitifs, des journaux du système, du Monde à Libération, qui justement font la recension de l'ouvrage d'un copain, mais on les sent vraiment embarrassés. On essaie justement de noircir un petit peu le personnage, en montrant son addiction à l'opium. Ce qui me paraît, oui, mais vous faites bien, parce que quand on parle alcoolique, alcoolique, je regarde dans un dictionnaire, c'est effectivement alcoolique, c'est une dépendance à l'alcool, d'une personne qui est vraiment obsédée par ça, qui ne veut pas faire autre chose. Quand on voit toutes les opérations risquées qu'il a fait, je veux dire, il avait peut-être une santé de fer, certainement, mais il faut quand même relativiser. Pour nous, il n'y a pas de problème, ça rend le personnage humain. Et dans attachant, ce n'est pas une icône, ce n'est pas quelqu'un de tout reproche, et puis c'est vrai que votre ami Francis Bergeron le rappelait dans une critique, une recension qu'il a faite de votre ouvrage. C'était une figure qui pourrait remplacer très facilement l'icône devenue presque pop du Che Guevara. Donc vous voulez dire encore des maillots partout. Des maillots avec le beau visage de Jean Fontenoy. Il a un visage assez buriné. Je trouve. Les lecteurs pourront le voir, mais c'est vrai. À qui pourrait-on le comparer? Donc, tout à l'heure, j'ai fait des comparaisons qui peut, lorsqu'elle veut. J'ai cité Drieux et La Rochelle. Effectivement, Drieux était assez proche. C'est vrai, on pense tout de suite à Drieux. Alors, c'est vrai que Drieux n'a pas été le guerrier. Exactement. Il a été pendant la Première Guerre mondiale, bien sûr. Absolument. Mais il n'a pas poursuivi ce type d'expérience de terrain à la suite du premier conflit. Mais à qui... Oui. À qui le comparez-vous? L'auteur allemand qui a participé au Baltikum. Ernst von Salomon. Ernst von Salomon, bien entendu. C'est effectivement... c'est un personnage... Alors, Ernst von Salomon, il a arrêté assez rapidement, mais pour moi, c'est un personnage à qui on pourrait le comparer, effectivement. D'accord, oui, je pensais aussi à un écrivain de la Révolution conservatrice allemande, Erich Dwinger, qui est peu connu et qui avait aussi bourlingué du côté de l'Union soviétique, de la frontière russo-chinoise. Mais c'est vrai qu'effectivement, on est dans une époque assez quand même aventureuse. D'ailleurs, je citais Corto Maltese tout à l'heure, c'est vrai que là, on aurait un Corto, mais engagé. Un soldat politique. Je rêve d'une bande dessinée qui lui soit consacrée. Est-ce qu'il y a des vocations cinéphiliques et cinématographiques qui nous écoutent? Un film reste à faire, je pense, Fontenoy, si on était dans notre contexte, bien sûr, qui nous permettent d'aborder ces figures ô combien sulfureuses. Un film sur Fontenoy, ce serait quand même extraordinaire. On pourrait en rêver, quoi. Même 3 films, compte tenu de ces périodes. Oui. C'est vrai, oui, un film ou une mini-série, mais en tout cas, vraiment une personnalité attachante et dont on espère que votre biographie va contribuer à la faire davantage connaître. En tout cas, une personnalité qui, au travers de ses idées de
de sa vocation, quelque part, nous parle énormément, hein, de par ce qui a toujours été aussi quelque chose qui l'a marqué à partir, en tout cas, de la fin des années 30, c'est-à-dire conjuguer l'engagement social avec une dimension d'enracinement, une dimension nationale, une dimension, disons-le, identitaire, en quelque sorte, sociale et nationale, avec des accents, en quelque sorte, très actuels. Je crois que c'est une bonne définition. Voilà, on est à la fois attaché à la personne même, à sa singularité, et puis aux choix qui ont été ceux de son engagement. En tout cas, des travaux en prévision, cher Philippe, avant de nous quitter. On pense toujours à des travaux, effectivement, mais là, je ne peux pas aller plus avant pour l'instant. D'accord, en tout cas, tant mieux. En tout cas, on espère que vous continuerez à nous passionner et en tout cas, essayer de défricher le champ de cette Atlantide engloutie, de ces figures qui méritent assurément, en tout cas, d'être remises dans nos mémoires et servir peut-être de phare dans la nuit qui nous entoure, cette nuit de la décadence et de la déréliction qui est la nôtre. C'était Monsieur PGL ce soir à la barre de cette émission de Méridien Zéro, en espérant que nos auditeurs ont été intéressés par cette figure ô combien atypique de Jean Fontenoy, et nous pouvons les encourager à se procurer l'ouvrage de Philippe Vigier, édité par Via Romana. Plus que jamais, restez à l'écoute, soyez vigilants, formés et à l'abordage. Pas de quartier.